La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 79, article 6. La mémoire fait-elle partie de l'âme intellective? Saint Augustin dit dans son traité sur la Trinité, livre 10, « La mémoire, l'intelligence et la volonté sont une même âme ». Résumé de l'argumentation. La mémoire, en tant qu'elle est la faculté de conserver les espèces intelligibles, appartient à l'âme intellective, mais en tant qu'elle a pour objet les choses passées considérées comme choses passées, elle appartient plutôt à la partie sensitive de l'âme. Corps de l'article. Comme il est de l'essence de la mémoire de conserver les espèces des choses qui ne sont pas actuellement perçues, la première chose à considérer est si les espèces intelligibles peuvent de la sorte être conservées dans l'intellect. Avicenne déclare que cela est impossible. Il reconnaît bien que dans la partie sensitive de l'âme, cela peut avoir lieu par rapport à certaines puissances, en tant qu'elles sont les actes des organes corporels, dans lesquels peuvent de la sorte être conservées certaines images ou espèces, sans qu'il y ait de perception actuelle. Mais dans l'intellect, qui n'a pas d'organes corporels, rien ne peut exister qu'à l'état d'intelligible en acte. Il faut donc qu'une chose dont la ressemblance existe dans l'intellect soit actuellement comprise. Ainsi donc, d'après ce philosophe, aussitôt qu'un homme cesse de comprendre une chose, l'espèce de cette chose n'existe plus dans son intellect. Il faut par conséquent, s'il veut de nouveau la comprendre, qu'il se tourne vers l'intellect actif, qui forme, suivant l'opinion d'Avicenne, une substance séparée, afin que les espèces intelligibles en découlent dans l'intellect possible. Et de cet exercice répété, de cet usage de se tourner vers l'intellect actif, il reste dans l'intellect possible une sorte d'aptitude à se tourner vers la même source. Et c'est là ce qu'il appelle l'habitus de la science. D'après cette exposition, rien n'est donc conservé dans la partie intellective qui ne soit actuellement compris. Il résulte de là, évidemment, qu'on ne saurait placer la mémoire dans la partie intellective de l'âme. Mais cette opinion est formellement opposée à celle d'Aristote, car il dit dans son traité sur l'âme, l'intellect possible pouvant devenir chaque chose, de telle sorte que l'homme doive être considéré comme possédant une science en acte, cela n'arrivant toutefois que lorsqu'il peut opérer par lui-même. Il est vrai qu'il est encore sous un rapport en puissance, mais non absolument, comme avant d'apprendre ou de trouver une chose. Or nous disons que l'intellect possible devient chaque chose dans ce sens qu'il reçoit les espèces de toutes les choses. Donc, par cela même qu'il reçoit les espèces des choses intelligibles, il possède la faculté d'opérer quand il veut, sans que pour cela il opère toujours, car alors même il est toujours de quelque façon en puissance, mais d'une autre manière qu'avant de comprendre, de la manière par exemple qu'un homme, qui sait au fond, est en puissance par rapport à la considération actuelle des choses qu'il sait. L'explication d'Avicenne répugne d'autre part à ce principe, ce qui est reçu dans un sujet l'est toujours suivant le mode d'être du sujet qui reçoit. Or, l'intellect est d'une nature plus stable et plus immobile que la matière corporelle. Si donc la matière corporelle garde les formes qu'elle a reçues, non seulement pendant qu'elle agit en vertu de ces formes, mais encore après même qu'elle a cessé d'agir par elles, à plus forte raison, l'intellect retiendra-t-il d'une manière forte et durable les espèces intelligibles qu'il a reçues, soit qu'elles lui viennent des objets sensibles, soit qu'elles lui aient été communiquées par un intellect supérieur. Si donc on considère la mémoire comme la faculté de conserver les espèces intelligibles, il faut dire que la mémoire est dans l'âme intellective. Mais si la mémoire est considérée comme ayant pour objet le passé en tant que passé, elle ne fera plus partie de l'âme intellective, mais bien de l'âme sensitive, qui perçoit les êtres en particulier, car le passé considéré comme tel, impliquant par là même un temps déterminé, rentre dans la condition des êtres particuliers. Première objection.
Saint Augustin dit dans son traité sur la Trinité, livre 12, « À la partie supérieure de l'âme appartiennent les facultés qui ne sont pas communes aux hommes et aux bêtes. Or la mémoire est commune aux hommes et aux bêtes, car le même docteur ajoute, les bêtes sentent les objets matériels au moyen de leur sens extérieur et peuvent ainsi les graver dans la mémoire. Donc la mémoire n'appartient pas à l'âme intellective. » Réponse. La mémoire comme faculté de conserver les espèces n'est pas commune aux hommes et aux bêtes, car les espèces ne sont pas conservées uniquement par la partie sensitive de l'âme, elles le sont plutôt par l'être humain pris dans son ensemble, parce que la force mémorative est l'acte d'un organe. Or l'intellect est apte par lui-même à conserver les espèces sans le concours d'un organe corporel, d'où vient que le philosophe dit que l'âme est le lieu des espèces, non dans sa totalité, mais dans son intellect. Deuxième objection. La mémoire s'applique aux choses passées, mais le passé n'est ainsi nommé que par rapport à un temps déterminé. La mémoire ne peut donc connaître une chose qu'avec cette condition de temps déterminé, ce qui revient à connaître une chose individuellement et actuellement. Or cela appartient au sens et non à l'intellect. La mémoire fait donc partie non de l'âme intellective, mais uniquement de l'âme sensitive. Réponse. Le passé peut être entendu de deux manières, ou bien par rapport à l'objet connu, ou bien par rapport à l'acte même de cette connaissance. Or ces deux choses se trouvent réunies dans l'âme sensitive, laquelle perçoit un objet parce qu'elle est modifiée par la présence d'une chose sensible. D'où il suit que l'animal se souvient en même temps et de l'impression qu'il a eue dans le passé et de ce passé sensible qu'il a senti. Mais en tant que la mémoire appartient à l'âme intellective, le passé peut avoir lieu sans qu'il s'applique à l'objet même de l'intellect, car l'intellect comprend l'homme en tant qu'il est homme, et l'homme considéré comme tel s'étend au présent, au passé et à l'avenir. En ce qui concerne l'acte même, le passé peut se rencontrer dans l'intellect aussi bien que dans le sens, car comprendre est un acte particulier de notre âme, acte qui se produit dans un tel temps ou dans tel autre. Ainsi l'on dit qu'un homme comprend en ce moment qu'il a compris ou hier, ou qu'il comprendra demain. Et cela ne répugne en rien à l'essence de l'être intelligent, car comprendre ou connaître de cette manière, quoique ce soit un acte particulier, est toujours un acte immatériel, comme nous l'avons déjà dit plus haut en parlant de l'intellect. Et voilà pourquoi, de même que l'intellect se connaît lui-même, quoiqu'il soit un être particulier, de même il connaît son acte intellectuel, quoique cet acte soit particulier, et qu'il existe dans le passé, le présent ou l'avenir. C'est ainsi qu'on explique que la mémoire soit dans l'intellect tout en s'appliquant aux choses passées, car l'intellect comprend qu'il avait antérieurement compris, mais il ne connaît pas le passé comme une chose particulière. Troisième objection. Dans la mémoire sont conservées les images des choses qui ne sont pas actuellement pensées, mais cela ne saurait avoir lieu dans l'intellect, par la raison que l'intellect est en acte du moment qu'il a présente une forme intelligible. Or, c'est une même chose de dire que l'intellect est en acte ou bien qu'il connaît actuellement. Ainsi donc, l'intellect connaît actuellement toutes les choses dont il possède les images ou espèces. Donc la mémoire n'est pas dans la partie intellective de l'âme. Réponse. Les espèces intelligibles ne sont quelquefois dans l'intellect qu'en puissance, et l'on dit alors que l'intellect lui-même est en puissance. Elles y sont quelquefois dans toute la plénitude de l'acte, et alors l'intellect lui-même est en acte. Mais, quelquefois, l'esprit se trouve à cet égard dans une sorte de milieu entre la puissance et l'acte, et l'on dit alors que l'intellect est en habitus. C'est de cette dernière manière que l'intellect conserve les espèces, alors même qu'il ne voit ou ne connaît pas actuellement.